Pouvez-vous faire un point sur la situation vaccinale en termes de taux de vaccination, évolution des comportements? Alors, en effet, le taux de vaccination dans l'espèce bovine est très variable en fonction des pathologies rencontrées et de la typologie de l'élevage. Il faut bien se rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, en élevage laitier, le taux de vaccination est inférieur aux élevages allaitants. Par exemple, sur les entérites néonatales, on peut estimer sur une clientèle nord Maine-et-Loire qu'on est autour de 25% de vaccination en élevage laitier et on serait plus près de 40 à 50% en élevage allaitant. L'évolution des comportements est important, notamment avec la pression sur l'utilisation des antibiotiques, avec des éleveurs qui sont demandeurs de nouveaux protocoles et de prévention pour leurs exploitations. C'est un domaine extrêmement compliqué tout ça, parce que ça dépend des vaccins d'abord. Où il y a certains vaccins qui donnent lieu à une meilleure couverture vaccinale que d'autres. Et puis il y a des vaccins qui sont à problème, réputés avoir beaucoup d'effets secondaires, et ceux-là sont plutôt délaissés. Donc si on part sur les vaccins traditionnels, diphtérie, tétanos, polio, compte tenu en plus qu'ils sont finalement routiniers, qu'on pourrait presque qualifier que c'est un rite initiatique pour devenir un adulte, pour grandir, ceux-là, il y a une très très bonne couverture vaccinale, ça, il n'y a pas de problème. Les autres vaccins plus récents et qui ont donné lieu à des polémiques, alors là, on est beaucoup plus inquiet. Parce que c'est une question d'inquiétude. Hein. Notre problème à nous, c'est d'avoir une couverture vaccinale maximale pour que les individus soient protégés et que la population dans son ensemble soit protégée. Donc là, on est beaucoup plus inquiet pour hépatite. Alors on pourra peut-être voir de façon plus détaillée parce que c'est assez inégal selon les tranches d'âge. On est plus inquiet pour la grippe saisonnière et on est très inquiet pour le vaccin HPV qui concerne essentiellement les jeunes filles, les jeunes femmes, où là la couverture vaccinale est absolument épouvantable. Quels sont les arguments les plus percutants ou les plus importants que vous utiliseriez pour convaincre vos patients ou clients, voire confrères, de l'intérêt de la vaccination? En fait, en pratique, la vaccination se met souvent en place lorsqu'il y a une pathologie importante rencontrée dans un élevage. Le vétérinaire doit vraiment poser un diagnostic précis à l'aide d'examens complémentaires ou non, en fonction de la pathologie, pour mettre en place cette vaccination. J'ai envie de dire que le meilleur argument, c'est donc la rentabilité économique de l'élevage, ainsi que la meilleure santé des animaux dans le troupeau. Alors il y a deux intérêts. Il y en a un, on pense que ça devrait marcher mieux que l'autre. Le premier argument, c'est le bénéfice individuel. C'est-à-dire, grâce au vaccin, vous évitez une maladie potentiellement grave, potentiellement invalidante, potentiellement létale. Donc là, ça devrait marcher. Et malheureusement, ça ne marche pas encore assez bien. Le vaccin méningocoque, par exemple, tout le monde est extrêmement effrayé par la méningite. Et quand on propose un vaccin contre la méningite, immédiatement, il y a une polémique qui se déclenche. Alors que c'est une maladie qui tue. Donc là, ça devrait marcher, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait. Et puis il y a le deuxième argument qui est, si je me protège, j'évite la circulation du microbe et donc je protège aussi mes voisins. Donc c'est un problème de civisme, si on peut dire ça comme ça, on appelle ça l'immunité de troupeau. Donc à des vétérinaires, ça doit parler. Cette immunité de troupeau, elle est obtenue en vaccinant un certain nombre de personnes dans la population, ce qui évite la circulation du pathogène. Et par là même, ça protège aussi ceux qui ne sont pas vaccinés. Mais c'est vrai que par les temps qui courent, d'individualisme forcené, ce n'est pas l'argument qui touche le plus. Pensez-vous que la vaccination soit un moyen efficace pour réduire la consommation d'antibiotiques? La vaccination est très clairement un moyen efficace pour réduire la consommation d'antibiotiques. Lors des bilans sanitaires d'élevage, on se rend compte rapidement que dans des exploitations utilisant un protocole vaccinal adapté à la situation, c'est très important, nous avons une réduction des antibiotiques, notamment lors de pathologies respiratoires. C'est très marqué dans les exploitations qui vaccinent et qui vaccinent bien. Certainement, la vaccination diminue les pathologies, forcément, et par là même doit diminuer la consommation d'antibiotiques. Ça a été assez bien montré dans des pays où l'adhésion à la vaccination est plus importante que la nôtre, les pays nordiques, pour ne parler que d'eux.
les pays nordiques ont diminué. Alors c'est multifactoriel, bien entendu, il n'y a pas que le vaccin qui agit là-dedans, mais ça contribue effectivement à la réduction de la prescription des antibiotiques, puisqu'il n'y a plus de motif de les prescrire, les gens sont moins malades, et les enfants tout particulièrement. Abordez-vous la vaccination comme un acte préventif ou défensif ? En fait, la vaccination, pour moi, est un acte préventif. Néanmoins, dans le contexte des élevages, souvent, en fait, ça devient un acte défensif, puisqu'on arrive, entre guillemets, après un épisode clinique marqué. Ah, préventif ? Le mot préventif me paraît beaucoup plus approprié. Défensif, non, pourquoi défensif ? Non, c'est vraiment prévenir l'apparition de pathologies avec son cortège de gravité, de handicap éventuel, de comorbidité, de surtraitement de ceci ou de cela. Non, on est vraiment dans le cadre de la prévention, c'est une démarche de prévention. Quels sont, d'après vous, les avantages de la vaccination ? Alors, les avantages de la vaccination sont multiples. Pour moi, d'abord, c'est bien sûr une meilleure santé des animaux vaccinés. Ensuite, une rentabilité économique et un manque à gagner moins important dans les exploitations qui vaccinent. Bien sûr, moins de pathologies égale aussi moins de consommation de médicaments à visée curative. L'avantage de la vaccination, c'est protéger l'individu qui est vacciné. Ça, c'est le premier point essentiel. Le deuxième point, c'est protéger une population contre un risque de façon très générale. Et comme je vous le disais précédemment, en protégeant un certain nombre d'individus par la vaccination, on arrive à protéger aussi ceux qui ne sont pas vaccinés pour X et X raisons. Donc c'est vraiment une protection de population. Et par là même, on réduit également les coûts de santé, puisqu'on réduit les pathologies, donc le recours à des traitements, le recours à des hospitalisations, etc. Quels sont, d'après vous, les principaux freins à la vaccination ? Il existe plusieurs freins sur le terrain que nous pouvons rencontrer. Des freins d'abord qui sont organisationnels sur les protocoles et sur la contention des animaux pour pouvoir effectuer cette vaccination. Il y a des freins aussi sur les croyances, sur le résultat technique, mais aussi sur la rentabilité économique de la vaccination. On rencontre aussi des freins sur les croyances, notamment sur l'immunité naturelle des animaux qui n'auraient pas besoin d'être vaccinés. D'autres freins sont rencontrés comme le coût par exemple, mais je pense qu'ils sont souvent des freins secondaires qui sont en fait des excuses et qui masquent des freins primaires à cette vaccination. Le frein essentiel à la vaccination, c'est la peur des effets secondaires. Là, c'est clairement identifié. Vrai ou faux, mais et c'est plutôt faux d'ailleurs, mais ce qui entraîne la réticence à la vaccination, c'est la peur d'un effet secondaire. Et là-dessus surfent toutes les ligues antivaccinales qui amplifient de façon indue des problèmes. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les vaccins n'ont pas d'effets secondaires. Ça existe. Mais ils n'ont absolument pas l'ampleur qui leur est prêtée. Mais malheureusement, il est extrêmement difficile de contrecarrer ce type de rumeurs qui surfent sur l'émotion, alors que nous, on n'a que de la science à proposer en retour, et c'est quand même beaucoup moins rigolo de parler de science que de parler d'émotion. Et puis le deuxième frein, c'est le côté pratique, c'est-à-dire qu'il est un peu compliqué finalement, paradoxalement, de se faire vacciner. Il faut aller à la pharmacie acheter le vaccin, il faut aller voir son médecin, donc il faut 2 démarches pour avoir une vaccination. Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques. Si vous allez en ce moment aux États-Unis, vous rentrez dans un supermarché, dans un Walmart, et au fond du magasin, vous avez le stand vaccination. Donc vous allez faire vos courses, vous faites vacciner contre la grippe, et puis voilà, il n'y a pas de problème logistique qui pourrait vous faire dire « oh, ça me casse les pieds, et puis j'y vais pas ». Y a-t-il, d'après vous, des facteurs environnementaux qui peuvent nuire à l'efficacité de la vaccination ? Dans l'espèce bovine, nous sommes toujours systématiquement sur une vaccination de troupeau pour avoir une efficacité. Donc, si le protocole de vaccination n'est pas adapté au troupeau, nous avons peu ou pas d'action vaccinale. De plus, si les conditions zootechniques de logement, d'abreuvement, de nutrition des animaux ne sont pas respectées, la vaccination ne sera pas suffisante pour résoudre les problèmes en élevage. Pas vraiment des problèmes environnementaux. Alors ça dépend de ce qu'on appelle un peu environnement. L'environnement culturel, oui.
L'environnement politique peut contribuer à amplifier ou au contraire laisser stagner une couverture vaccinale. Par contre, l'environnement au sens ensoleillement ou pas, là non, ça n'intervient pas dans le processus vaccinal. Par contre, ça intervient dans la fréquence de telle ou telle maladie et éventuellement le besoin de telle ou telle vaccination. Ça, c'est un autre problème. La vaccination suffit-elle à se prémunir de certaines maladies? Rarement, il faut des conditions d'élevage optimales afin de valoriser cette vaccination. Vacciner dans des élevages où des conditions de logement, d'hygiène ou de nutrition ne sont pas correctes n'aura pas l'efficacité escomptée. Non, il serait mensonger de dire qu'on arrive à 100%. D'abord parce que 100% des individus, il n'y a jamais 100% de vaccinés dans une population, ça n'existe pas. Et le deuxième point, c'est qu'il y a toujours, même quand un vaccin est parfaitement efficace, il y a toujours telle ou telle personne qui, pour des raisons quelquefois mystérieuses, répondent très mal à la stimulation antigénique qui est la vaccination. Donc on ne peut pas dire 100%. Par contre, des vaccins comme le vaccin rougeole par exemple, on obtient 98% d'efficacité, mais pas 100%. Quelle est, d'après vous, la différence majeure entre la politique de vaccination chez l'homme et en production animale? Pour moi, la différence majeure, c'est qu'en production animale, il n'y a pas de politique de vaccination, excepté quelques rares cas comme la fièvre catarrhale lors de crise, mais sinon, il n'y a aucune politique de vaccination puisqu'il n'y a pas de vaccination obligatoire. Je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. On n'est pas du tout dans les mêmes enjeux, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux économiques. Et puis le deuxième point, c'est que chez l'homme, le souci de tolérance, quel qu'en soit le niveau, est extrêmement prédominant, alors que je me figure, je ne suis pas vétérinaire, mais je me figure que chez l'animal, c'est quand même, ça passe au second plan. Même si on peut considérer que ça peut avoir son importance, mais certainement pas exacerbé comme le vaccin chez l'homme. Donc on ne peut pas franchement considérer les choses de la même façon, et de la même façon, il n'y a pas la même masse. Il n'y a pas la même masse si on décide de vacciner des troupeaux de bovins ou le bétail, imaginons en France, ce n'est pas la même chose en termes de quantité que de vacciner les humains, population cible. Donc il y a des coûts qui ne sont pas forcément les mêmes. Quelles sont les vaccinations obligatoires? Diphtérie, tétanos et polio sont les vaccinations qui sont restées obligatoires. Il y a tout un courant, il y a un constat, c'est qu'on fait cohabiter en France des vaccins obligatoires et puis des vaccins qui sont recommandés. Ce qui fait qu'on arrive à dévaloriser les recommandations puisque les gens se disent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas obligatoires. C'est un vrai problème de langage, d'explication. Cette différence, c'est le fruit de l'histoire. C'est-à-dire qu'à une époque, ils ont été rendus obligatoires pour des raisons sociétales et culturelles, et que les autres n'ont pas été rendus obligatoires exactement pour les mêmes catégories de décisions, mais dans un sens différent. Il y a tout un courant quand même qui tend à dire qu'il faut arrêter les obligations et insister sur la recommandation forte pour que tous les vaccins soient au même niveau de recommandation, justement, et qu'on arrive ainsi à convaincre les gens de leur utilité peut-être plus facilement que quand on laisse deux catégories qui ne sont plus vraiment justifiées ni par l'épidémiologie, ni probablement par l'analyse culturelle qu'on peut faire des populations. Le coût de la vaccination a-t-il une importance dans la prise de décision de mise en place d'une politique de vaccination? Le coût de la vaccination a une importance en fonction des pertes économiques que l'éleveur a rencontrées ou est susceptible de rencontrer lors d'épisodes cliniques, mais je dirais que ce n'est pas le frein majeur ni le point essentiel pour lancer une vaccination. Certainement. Dans tous les raisonnements qui conduisent à une recommandation de tel ou tel vaccin, il y a une analyse du coût-bénéfice. Combien je vais dépenser pour la vaccination et pour combien de dépenses de santé je vais éviter en évitant la maladie.
Donc cette analyse, elle est bien entendu importante. Elle ne se discute pas quand la pathologie concernée est grave. Par contre, elle se discute pour des pathologies supposées un peu plus bénignes, même si les vaccins sont efficaces. Et effectivement, le coût-bénéfice rentre en ligne de compte de façon importante. Y a-t-il des craintes vis-à-vis des vaccins? Si oui, lesquelles? Bien sûr, il y a des craintes à la vaccination, notamment sur les effets secondaires. Les éleveurs nous interpellent souvent sur le risque, par exemple, d'avortement lorsqu'on vaccine ou d'échec à la mise à la reproduction. Néanmoins, ces freins sont faibles. Les craintes, effectivement, c'est la crainte des effets secondaires, avec en France spécifiquement la crainte de ces maladies auto-immunes qu'on ne sait pas trop cataloguer pour beaucoup. Il est curieux de constater que chaque pays a sa spécificité. C'est-à-dire qu'en France, on est actuellement sur je crains les maladies auto-immunes, mais exactement pour les mêmes vaccins, aux États-Unis, c'est je crains parce que autisme, risque d'autisme. Donc chacun a son chouchou, si on peut dire, en termes d'effets secondaires allégués, qui n'a pas de matérialité scientifique, comme je vous l'ai dit. De quel vaccin aimeriez-vous disposer à l'avenir? Alors, il y a plein de vaccins qu'un vétérinaire praticien aimerait disposer à l'avenir. On peut citer parmi ceux-là, par exemple, un vaccin contre la cryptosporidiose chez les veaux, un vaccin contre la maladie de Mortellaro, un vaccin ciblé mammites sur des germes spécifiques comme le Streptococcus uberis. On pourrait en avoir d'autres, mais pour l'instant, cela relève de la science-fiction. Il y en a un qui ressort évidemment comme vaccin dès qu'on pose cette question, c'est le vaccin VIH. Évidemment, c'est le vaccin VIH qui est dans le domaine des maladies infectieuses le plus attendu. Un autre vaccin pourrait sauver des milliers et des milliers de vies, c'est un vaccin contre le paludisme. Alors tous les ans, on nous annonce vaccin contre le paludisme, il y a beaucoup d'effets d'annonce là derrière, mais quand même, c'est quand même une des maladies infectieuses les plus répandues dans le monde, avec son cortège de morts, mais pas en France. Donc voilà, c'est plus loin de chez nous, donc c'est quelquefois vécu de façon un peu différente. Mais certainement un vaccin contre le paludisme serait fondamentalement un progrès pour l'humanité, c'est absolument certain. Il y a entre 2 et 2,5 milliards d'individus dans le monde qui sont exposés au paludisme. Ça vous rend compte de l'importance du problème. Et puis après, on peut supposer, et c'est des choses qui arrivent petit à petit, des vaccins contre les cancers. Des vaccins contre les cancers, c'est-à-dire que les vaccins, potentiellement, c'est pas seulement contre une maladie infectieuse, mais ça peut être contre une maladie cellulaire que le corps ne contrôle plus. Et à ce moment-là, un vaccin, dans ces conditions-là, peut être un vaccin thérapeutique, et non plus un vaccin préventif, mais un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire une stimulation de l'immunité qui irait détruire les cellules anormales. C'est des choses qui sont en cours de recherche actuellement et qui pourraient être peut-être en adjuvant des traitements actuels. Tout ça, ça reste à définir. Mais en tout cas, dans les années qui viennent, c'est certainement quelque chose dont il faut attendre l'arrivée. Comment se fait le choix des maladies contre lesquelles vous vaccinez? Nous vaccinons contre les maladies clairement identifiées dans les élevages lors des bilans sanitaires d'élevage. C'est-à-dire qu'un éleveur qui a rencontré de nombreuses pathologies néonatales, nous allons lui expliquer, promouvoir les protocoles de vaccination adaptés à son élevage en fonction des germes rencontrés afin de le protéger à l'avenir sur ces pathologies et de réduire son utilisation de médicaments curatifs. La fréquence, la gravité, c'est vraiment les deux drivers, comme disent les Américains, pour la décision. Et puis après, eh bien, c'est aussi la faisabilité. La faisabilité en termes technologiques, c'est-à-dire est-ce que je peux fabriquer un vaccin contre le pathogène X ou est-ce que ce pathogène est tellement complexe que j'y arriverai pas? Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, en termes de faisabilité, de vaccination, d'approche de la population cible. Si, je sais pas, moi, si le vaccin est destiné à des populations qui ne peuvent pas se le payer, est-ce intelligent que de développer ça?
Ou alors est-ce qu'il ne faut pas d'abord leur permettre d'avoir une aisance, entre guillemets, aisance financière, qui leur permettrait d'accéder à un niveau de santé où là, le vaccin deviendrait quelque chose d'intéressant. Donc il y a tout un côté sociétal et économique qui est à associer au mot vaccination. Comment pensez-vous que les choses vont évoluer à long terme ? Nous devons être très attentifs à l'utilisation importante demain dans notre arsenal thérapeutique des vaccins, étant donné que sociétalement, les utilisations de médicaments curatifs comme les antibiotiques vont être de plus en plus contraintes. La vaccination est une vraie arme que nous devons utiliser. Attention, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit bien utilisée. Ça demande un diagnostic précis, des protocoles précis en fonction des élevages. Sinon, on pourrait avoir des déconvenues. Mais je pense qu'on va avoir de plus en plus de panels de vaccins disponibles pour une diversité extrêmement importante de pathogènes, pour ne parler que des maladies infectieuses. Je ne vous parle pas des cancers que j'ai évoqués tout à l'heure, où là on peut imaginer vraiment un champ extrêmement vaste. Mais en termes de maladies infectieuses, c'est des pathogènes de plus en plus fréquents et probablement pour des populations de plus en plus restreintes. C'est-à-dire avec une définition de risque qui fait qu'un tel a besoin du vaccin, mais pas forcément son voisin. Donc on arrive dans des vaccinations extrêmement ciblées, ce qui pose un problème, c'est-à-dire qu'on est parti de la vaccination tétanos ou diphtérie qui concerne l'ensemble de la population et qui a permis la distribution de vaccins qui valent rien. Et en termes d'achat, ça ne vaut pas grand-chose, à des vaccins ciblés sur des populations à risque qui nécessairement sont des vaccins qui deviennent très chers. À la fois parce qu'ils sont complexes à fabriquer et à la fois parce qu'ils s'adressent à un très petit marché. Et donc là, il y a toute une question économique qui se pose pour prendre la décision.